Il ne faut jamais céder. Jamais, jamais, jamais. En rien de grand ou de petit, de grave ou d'insignifiant. Winston Churchill n'était pas homme à fléchir. Dès son retour au gouvernement britannique le 3 septembre 1939, quelques heures seulement après la déclaration de guerre à l'Allemagne nazie, il est nommé premier lord de l'Amirauté, soit le ministre de la Marine. Pour lui, c'est un retour dans une fonction qu'il avait occupée 25 ans plus tôt, pendant la Première Guerre mondiale. Et cette fois encore, c'est la guerre des profondeurs qui va immédiatement le hanter, la menace des U-boats allemands. Dès le début de ce que l'on appellera plus tard la drôle de guerre, alors que les armées terrestres restent figées derrière la ligne Maginot et que peu de combats ont lieu en France, la bataille de l'Atlantique commence, elle, sans répit. Dès septembre 1939, les sous-marins allemands, U-boats, lancent leurs premières attaques contre les navires marchands britanniques. En une semaine, 5 navires sont coulés. Puis, le 14 septembre, le sous-marin U-39 tente sans succès de torpiller le cuirassé HMS Ark Royal, il est aussitôt coulé par les destroyers britanniques. C'est la première victoire navale britannique, et Churchill s'en réjouit, mais il sait que ce n'est que le début. Quelques jours plus tard, un drame frappe de plein fouet la Royal Navy, le croiseur HMS Courageux est torpillé par LU-29, provoquant la mort de 519 marins. Churchill est profondément affecté. Un témoin raconte qu'il passa la nuit suivante dans son bureau, à marcher en rond en silence, tenant une carte des positions de la flotte entre ses mains. Churchill n'est pas seulement un ministre. Il se comporte comme un stratège militaire en chef. Certains amiraux, comme Dudley Pound, premier lord de la mer, le soutiennent. D'autres trouvent ses interventions excessives. Churchill impose ses vues, parfois contre l'avis des chefs de la Royal Navy, exigeant une accélération de la production de destroyers, l'amélioration de l'ASDIC, le sonar, et la création de convois protégés pour les navires marchands. Il sait que le Royaume-Uni est une île, dépendante des importations de nourriture, de pétrole, de matières premières. Si les U-boats de Dönitz coupent ses routes, la Grande-Bretagne mourra à petit feu. À ses collègues du cabinet de guerre, Churchill déclare en octobre 1939. Ce ne sont pas les blindés allemands qui nous vaincront. C'est l'invisible, le silencieux, l'implacable sous-marin. Il fait aussi pression sur les chantiers navals pour qu'ils produisent plus vite. Il autorise la conversion de cargos en navires auxiliaires armés et va même jusqu'à soutenir des expérimentations de ballons-sondes pour repérer les sous-marins, idée qui ne portera pas ses fruits, mais qui illustre sa volonté d'explorer toutes les pistes. Churchill dormait parfois dans une chambre à l'Amirauté, se levant à toute heure pour consulter les derniers rapports. On raconte qu'il exigeait qu'on le réveille même en pleine nuit si un sous-marin ennemi était repéré ou si un convoi était attaqué. Un jour de novembre 1939, il entre furieux dans une réunion, la Royal Navy vient de perdre 2 destroyers dans la Manche. Il martèle la table, nous ne pouvons pas laisser ces maudits poissons torpilles nous narguer sur nos propres côtes. Toujours vêtu de son uniforme d'amiral, cigare à la bouche, il s'adressait aux marins comme à des frères d'armes. Lors d'une visite dans le port de Scapa Flow, base navale dans les îles Orcades, il passe en revue les équipages sous la pluie battante, serre les mains des matelots, plaisante avec eux et leur dit « Vous êtes notre rempart. Et moi, je suis là pour vous donner les armes, les ordres et l'espoir. » Pendant ces mois d'attente sur le front, alors que beaucoup à Londres minimisent encore la menace allemande, Churchill, lui, n'a aucun doute. Il a vu venir Hitler bien avant les autres, et refuse catégoriquement tout projet d'armistice ou de paix négocié, aux grandes dames du Führer. Dans les coulisses, certains membres du gouvernement envisagent de discuter avec Berlin. Pas lui. Il répète à ses collaborateurs que ce serait pactisé avec le diable. Pour lui, Hitler n'est pas un partenaire potentiel, mais une incarnation du mal qu'il faut combattre jusqu'au bout. Il s'oppose ouvertement à Neville Chamberlain, alors Premier ministre, sur cette question. Cette intransigeance agace certains, mais impressionne beaucoup. Lors de la réunion du cabinet du 15 mars 1940, alors que la situation en mer devient dramatique, il déclare : « Je préfère mourir dans un bunker que vivre dans une paix signée avec la bête. » C'est aussi à cette époque qu'il commence à apparaître comme un successeur possible à Chamberlain, dont la position s'affaiblit. Grâce à Churchill, les convois de ravitaillement sont organisés dès l'automne 1939, limitant les pertes. Il fait renforcer les ports britanniques, installe des filets anti-sous-marins dans les détroits et pousse au développement de la cryptanalyse à Bletchley Park, qui jouera un rôle crucial plus tard pour décrypter les communications des U-boats. La guerre des profondeurs durera encore plusieurs années, mais les fondations de la victoire maritime sont posées.
Lorsque Churchill devient Premier ministre le 10 mai 1940, il quitte l'amirauté, mais conserve une passion viscérale pour la mer et continue à superviser personnellement les opérations navales. Son passage comme ministre fut bref mais décisif, il sauva la flotte, réorganisa la stratégie navale et empêcha une catastrophe logistique imminente. Bref, Winston Churchill ministre de la Marine, ce n'est pas une simple parenthèse dans sa carrière. C'est le moment où il se forge, dans l'action, une légitimité de chef de guerre. C'est un homme qui comprend mieux que quiconque que la guerre se gagne aussi et surtout sur mer. Il anticipe les dangers, agit avec fermeté, refuse toute forme de compromis. Il restera à jamais ce leader qui déclara « Nous ne capitulerons jamais ». Il confiera après la guerre « La seule chose qui me faisait vraiment peur chez les Allemands, c'était leurs sous-marins ». Alors si cette plongée dans l'histoire navale et le destin extraordinaire de Churchill vous a passionné, pensez à liker cette vidéo, et surtout à vous abonner à la chaîne. D'autres récits captivants vous attendent, des batailles, des choix décisifs, des hommes debout dans la tempête. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'histoire.